Bonsoir à tous, merci d'être présents, si nombreux ce soir. Donc, je m'appelle Meggy. Comme vous le savez, je suis là pour vous partager mon expérience du haut de mes 24 ans. Et pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de mes parents. Alors, ils ont quitté l'île Maurice à l'âge de 20 ans pour s'installer à Paris. Mon père était destiné à faire des études de droit, mais en arrivant en France, il fallait travailler. Et donc, du coup, il a commencé dans le bâtiment et il y est resté depuis. Ma maman, elle n'a pas du tout fait d'études. Elle a arrêté l'école à l'âge de 10 ans. Donc quand elle est arrivée en France, elle était illettrée et elle a appris à écrire et à lire avec des bénévoles parisiens. Ils sont venus à Paris pour vivre le rêve français et au départ c'était assez compliqué. Ils ont vécu pendant 13 ans dans 10 mètres carrés, un studio à Paris, et j'y ai vécu aussi jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Et puis on a emménagé au Blanc-Ménil, une ville en Seine-Saint-Denis. Alors je ne sais pas si vous connaissez la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a une sacrée réputation. Alors même si aujourd'hui moi je me bats contre les stigmates, pour être honnête avec vous, quand j'y ai grandi, c'était difficile pour moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours été de nature très fine, voire maigre. Tout le monde pensait que j'étais anorexique et on ne se gênait pas de me le dire. Donc j'ai quand même subi du harcèlement scolaire, même si à l'époque je ne m'en rendais pas vraiment compte. Une autre chose, je suis mauricienne, je ressemble à une indienne, et pour généraliser, les Indiens au Blanc-Ménil sont la minorité. Comme malheureusement souvent, les minorités sont victimes de racisme. Et donc, j'ai aussi vécu ce racisme dans ma banlieue en grandissant, ce qui n'était pas facile tous les jours, mais ça aussi, finalement, je ne m'en rendais pas tellement compte, je pensais que c'était normal. J'étais pas particulièrement cool, j'avais pas beaucoup d'amis, même qu'une seule, ici présente ce soir d'ailleurs. J'avais aucun talent, je savais ni chanter, ni danser. J'avais pas grand-chose pour moi, si ce n'est que j'étais une très bonne élève. La meilleure, même. C'était mon truc, l'école. J'étais bonne étudiante et il fallait que je sois la meilleure de la classe, ce qui a un peu toujours été le cas. Et comme toutes les intellos, ensuite logique, je suis allée en filière S, une fois en terminale. Sauf que c'était pas une très bonne idée, étant donné que je n'avais pas du tout l'esprit scientifique. Arrivée en première, je suis passée d'excellente élève à élève moyenne, voire en difficulté. Ça a été très difficile à vivre pour moi parce que l'école, c'était tout ce que j'avais. Et l'école, c'était mon bonheur. Et là, d'un coup, je prenais même plus tellement plaisir à aller à l'école. C'était difficile, j'avais pas de très bonnes notes et je n'aimais même plus les cours qui m'étaient enseignés. En plus, vous imaginez bien, mon lycée de Seine-Saint-Denis, classé ZEP, c'était pas facile tous les jours d'avoir ne serait-ce que des profs présents. Du coup, les difficultés s'accumulaient. Mais heureusement pour moi, mon lycée était en partenariat avec Sciences Po et proposait une convention d'éducation prioritaire, donc un concours pour les élèves spécialisés pour la ZEP. Et donc, on nous permettait d'entrer à Sciences Po en faisant un dossier de presse et en le présentant à l'oral. Il fallait pour ça suivre le module Sciences Po l'année de terminale, chose que j'ai faite. Et j'ai adoré les cours de Sciences Po parce que c'était ma bouffée d'air frais. Enfin, je reprenais plaisir à aller à l'école, je reprenais plaisir à apprendre. Et donc l'année avançait et il fallait que je tente le concours. Sauf qu'évidemment, pour moi qui ne pensais même pas pouvoir avoir le bac, me dire je vais tenter le concours Sciences Po et essayer d'entrer dans l'une des meilleures écoles de France, c'était pas tout à fait évident. J'avais le soutien de ma famille et de ma meilleure amie qui croyaient en moi plus que moi-même et qui me disaient fais-le, tu vas pouvoir y entrer, tu vas passer le concours, passe le concours. Et donc l'année a continué comme ça et je travaillais, je préparais le concours. Et plus je préparais le concours Sciences Po, plus je m'intéressais à cette école que je ne connaissais même pas un an avant, plus je me rendais compte que c'était vraiment l'école de mes rêves. Et quand à 17 ans, on est capable de toucher du doigt son rêve et de savoir qu'il risque de nous glisser entre les doigts, c'est terrifiant. J'étais terrifiée à l'idée de rater le concours Sciences Po. Et avec mes peurs et mes espoirs, j'ai quand même continué. J'ai fait mon dossier de presse, je l'ai présenté à l'oral, et heureusement pour moi, je suis entrée à Sciences Po. Et donc là, c'était l'euphorie, la fierté de mes parents, tout le monde était très heureux, et moi aussi. Et en plus, j'avais un peu raison quand je pensais que l'école Sciences Po était l'école de mes rêves, parce que j'ai étudié les 6 dernières années, et j'ai adoré, c'était vraiment l'école qui était faite pour moi. J'ai adoré les cours, je m'y suis épanouie plus que je ne pouvais même l'imaginer, l'espérer. Mais bon, pour remettre les choses dans le contexte, à l'époque, je passais de la Seine-Saint-Denis à Saint-Germain-des-Prés. Imaginez le choc des cultures. Je suis arrivée à Sciences Po et je suis passée d'une anorexique à une fille trop stylée qui fait du 34. Je comprenais que j'entrais dans un monde nouveau, avec des codes différents. Et plus je parlais aux gens, et plus je me rendais compte que cette banlieue que j'avais tant rêvé de quitter, finalement faisait vraiment partie de moi.
plus je parlais aux gens et plus je me rendais compte à quel point j'étais banlieusarde, à quel point je parlais comme une banlieusarde et que j'avais les valeurs de la banlieue. Et ça a été difficile pour moi parce que je voulais m'intégrer, je devais m'intégrer et comprendre ces nouveaux codes et je ne savais pas trop sur quel pied danser. J'ai mis un certain temps avant de comprendre que Sciences Po m'offrait vraiment une place et que j'avais le droit d'être moi-même. Et le moment où j'ai décidé de m'assumer pleinement, il a été libérateur pour moi. C'est vraiment le moment où j'ai commencé à m'épanouir en tant que jeune femme, à savoir même qui j'étais. Donc c'était la 2e année, et là je commençais à vraiment être épanouie, heureuse à Paris. Mais bon, il était temps de partir, parce qu'à Sciences Po, tout le monde doit partir à l'étranger pour la 3e année. Donc à peine que je me sentais bien, je devais quitter Paris. Et à Sciences Po, on doit tous partir, on a le choix entre un échange universitaire ou un stage. Moi je voulais absolument aller à New York, du coup j'avais pas tellement le choix, il fallait faire un stage, rémunéré, parce que New York c'est cher. Du coup, même si tout le monde m'expliquait que trouver un stage rémunéré à New York, c'était un peu compliqué à mon niveau, je voulais pas y croire. Je voulais pas que le fait que je ne vienne pas d'une famille aisée puisse m'empêcher d'aller là où je voulais. Et donc, j'ai persévéré et je voyais mes amis quitter Paris peu à peu. Et pendant 3 mois, j'étais toute seule à Paris jusqu'à ce que je décroche enfin un stage à New York, rémunéré. J'ai donc passé un an fabuleux, j'ai travaillé pour une institution d'art et de politique, j'ai adoré New York, je suis revenue plus épanouie, heureuse et confiante que jamais. J'ai commencé mon année de master marketing et là, un jour, pour dépanner une amie qui avait besoin de mannequins amateurs pour un défilé, j'ai accepté de défiler alors que je ne savais pas marcher en talons. Je l'ai fait et j'ai été repérée par un homme qui m'a approchée et on a discuté et là, cet homme me propose de participer au concours de Miss Île-de-France. Alors j'avais pris confiance en moi, mais peut-être pas à ce point. En plus, un concours de beauté, ça ne me ressemblait pas vraiment, étant donné que moi, je savais pertinemment que la beauté, ça ne voulait rien dire, étant donné que je passais tous les jours de moche à belle en un simple trajet de RER B. Donc Miss France, je ne comprenais pas trop la démarche, ça n'avait pas tellement de sens, mais plus je parlais avec lui et plus je me rendais compte que ma candidature pouvait avoir un autre sens. Qu'en participant à Miss France, j'allais pouvoir partager mon histoire, partager mes valeurs, dire que je pouvais représenter aussi la beauté d'une façon différente, représenter la diversité, représenter la beauté en tant que femme noire, en tant que fille d'immigrés, pour une région de France, en métropole. Il y avait quelque chose d'assez symbolique. Et puis surtout, je me disais, je vais pouvoir parler devant 10 millions de téléspectateurs et je vais pouvoir leur dire surtout aux jeunes de banlieue comme moi que la réussite, elle n'est pas limitée à certains quartiers. Et à partir de là, j'étais motivée. Je voulais participer à l'élection de Miss Île-de-France, d'abord, dans le but de participer à l'élection de Miss France. Ce que j'ai fait, et encore une fois, encouragée par ma famille, par ma meilleure amie, tout le monde était très enthousiaste, tout le monde y croyait bien plus que moi. J'ai participé à l'élection, j'ai fait mon discours. Et le soir de l'élection de Miss Île-de-France, je pense que c'est vraiment mon discours qui a fait la différence, parce que je ne savais pas défiler, je n'étais pas la plus belle. Mais j'ai su convaincre le public et j'ai été élue. Miss Île-de-France, j'étais en route pour Miss France. Et là, pareil, j'allais faire mon discours, j'étais prête. Je l'ai fait, mon discours, en direct avec Jean-Pierre Foucault. Et là, c'était pas tout à fait la même chose. J'avais fait le même discours, mais je l'ai pas délivré de la même façon. Et le public n'a pas été réceptif. J'ai été classée 10e sur 12 dans les votes du public. Donc la grande région d'Île-de-France ne s'était manifestement pas mobilisée pour moi. Donc, en plus d'être déçue d'avoir d'avoir perdu l'élection de Miss France, j'ai dû faire face à une triste réalité en sortant de ce concours. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus fait parler de moi pour mon physique et mes origines que pour mon discours. Je me suis aperçue que j'avais fait le buzz, mais un bad buzz. On s'était moqué de moi. On m'avait critiqué pour des raisons surtout racistes, des commentaires comme mais comment une PAC a pu être élue Miss Île-de-France, Miss Île-de-France c'est une vendeuse, c'est une fille d'un vendeur de Marochaux, toutes sortes de commentaires qu'en fait j'avais entendus plus jeune dans ma banlieue. Sauf que là, je comprenais pas qu'on puisse se focaliser sur ça et non pas sur mon discours. J'ai vu une flambée de commentaires et ça m'a tellement blessée, j'étais même pas prête en fait, je comprenais pas. J'ai été blessée sur le plan personnel parce qu'on n'est jamais heureuse d'être victime de racisme. Même il fallait que je prenne conscience que j'étais victime alors que j'étais censée être fière de moi à ce moment-là de ma vie.
J'étais blessée sur le plan personnel, mais j'étais aussi blessée de manière générale de me rendre compte que le racisme était bel et bien présent, que peut-être que j'avais vécu des années fabuleuses à Sciences Po et à New York, mais qu'il est resté toujours présent, le racisme, et qu'il pouvait encore et toujours blesser. J'ai voulu crier sur tous les toits, dénoncer ce racisme. Il y avait un article qui disait « Missile de France lynché sur les réseaux », et cet article, c'était qu'une compilation de tweets, mais on ne parlait pas de pourquoi, de comment, c'était juste une news parmi tant d'autres. J'étais une news, on disait « Missile de France lynché », mais on ne s'intéressait pas à l'histoire, à la personne, et surtout au problème du racisme. Alors j'avais envie d'en parler, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur aussi, j'avais honte. J'avais envie de me faire toute petite et qu'on m'oublie. Et pendant 1 an, je l'ai gardé pour moi. J'en parlais à mes amis, mais j'en parlais à personne d'autre. Je me disais, ok Meggy, tu retournes à ta petite vie. J'ai retrouvé un stage, j'ai rendu l'écharpe. J'ai continué ma petite vie, mais j'ai gardé un sentiment d'injustice en moi. 1 an plus tard, une de mes amies parle à la fondatrice de Fresh, un média féminin qui fait des interviews, des vidéos sur Facebook. Elle lui parle de moi et la fondatrice de Fresh veut m'interviewer et veut que je revienne sur mon expérience. Et là, j'hésite pas 2 secondes, j'y vais. J'y vais et je me dis, c'est le moment, Meggy, de parler, de revenir sur cette expérience, de revenir sur tes blessures, de faire ton coup de gueule, de dire ce que tu as sur le cœur. Je l'ai fait, cette vidéo. Je suis revenue sur mon parcours. Et c'est honnêtement la chose que j'ai faite dont je suis la plus fière. Parce que cette vidéo, elle a été vue plus de 4 millions de fois, partagée 38 000 fois, et que j'ai eu plein de messages de personnes qui me disaient « Merci, j'ai envie de tenter Sciences Po maintenant. Merci, je viens d'un quartier difficile, mais je vais peut-être faire médecine. Merci, j'ai pas de poitrine, mais en fait, on s'en fout. Merci, je fais du 42 et tu sais quoi, je me sens belle dans mes formes. Merci, merci. » Et je me suis rendu compte qu'en ayant partagé mon histoire, en fait, j'avais parlé pour plein de personnes. En partageant ma peine, finalement, plein de personnes s'étaient identifiées à moi. Et c'est le meilleur des cadeaux, en fait, que de pouvoir dire aux gens, bah, vous n'êtes pas seuls, et on est tous ensemble, et on souffre aussi, mais on réussit aussi, et on se bat aussi. Et au final, je peux vous assurer que ce sentiment d'avoir pu venir en aide à des personnes, ben, c'est bien mieux que d'avoir une couronne de Miss France sur la tête.